Unité 8, partie géographie, littoral industrielo-portuaire et les littoraux dans le monde. Bon, la première séance porte sur le paysage littoral industriel avec toujours l'exemple de Barcelone. Désormais, tu connais bien Barcelone à travers son littoral touristique que tu as étudié dans l'unité 7. Tu vas t'intéresser dans cette séance et la suivante aux autres activités économiques qui se sont développées sur le littoral barcelonais. En effet, le port de Barcelone n'a pas seulement développé des activités touristiques, mais aussi des activités industrielles et de commerce, et ce, depuis fort longtemps. À Barcelone a été aménagée une vaste zone industrielle-portuaire dans le prolongement du littoral touristique. Tu vas découvrir cet espace à travers des photographies. Bon, après les révisions, on ne le fait pas. Il faut le faire en autonomie. Donc, je découvre le littoral industriel de Barcelone. Tu as appris en primaire que l'industrie est l'ensemble des activités qui produisent des biens matériels en quantité importante dans de grandes entreprises. Produire et échanger ces biens est une source importante de revenus pour un pays. Or, au XXIe siècle, 90% des marchandises échangées dans le monde sont transportées par voie maritime. Les pays doivent donc se doter d'installations portuaires pour pouvoir exporter, c'est-à-dire vendre à l'étranger, ce qu'ils produisent, mais aussi importer des matières premières et des produits manufacturés qui sortent d'usines dont ils ont besoin. Tu vas découvrir à travers plusieurs photographies les aménagements portuaires qui ont été réalisés à Barcelone. Donc, quels sont les éléments naturels du paysage? C'est bien sûr la mer. Voilà, tout le reste, c'est de construction humaine. Quels sont les aménagements humains visibles sur la photographie? Donc, je remarque la photographie. Donc là, vous voyez des digues, des ports, des voies ferrées, des usines, des stockages pour des matières dangereuses. Donc, on peut voir des digues, des cuves de stockage de pétrole, des cubes de stockage de conteneurs, c'est ces boîtes métalliques, des voies de communication terrestres. Ce que tu découvres sur le document 1, c'est la zone industrialo-portuaire, la ZIP de Barcelone. Avec l'augmentation du transport maritime, les grands ports ont développé des infrastructures de plus en plus gigantesques et consommatrices d'espace pour accueillir des bateaux de plus en plus grands et pour recevoir facilement différents types de marchandises. Autour de ces grands ports apparaissent alors des zones industrialo-portuaires. Il y en a désormais partout sur les littoraux. Approche-toi un peu des navires qui transitent par ce port. Donc, vous allez le retravailler, ça, en classe de 4e, avec notamment différents types de bateaux. Donc, le déchargement d'un porte-conteneur. Donc, c'est un bateau qui transporte des boîtes. Et aujourd'hui, ce sont les plus gros bateaux au monde. Donc, vous avez des portiques qui permettent de décharger et de charger des boîtes. Donc, les fameux conteneurs qu'on peut empiler. Et là, vous avez donc le bateau qui s'appelle un porte-conteneur. Donc, ce bateau est donc un porte-conteneur. Ils sillonnent aujourd'hui les mers du monde. Ils ont été inventés par un Américain en 1956. Aujourd'hui, leur trafic ne cesse d'augmenter, ce qui fait d'ailleurs peser une menace sur la sécurité. Dans les ports, des postes d'amarrage spécifiques leur sont réservés et ils sont déchargés grâce à des portiques. Les plus gros peuvent transporter jusqu'à 19 000 conteneurs. Aujourd'hui, on approche des 25 000 conteneurs. Ce succès est dû au coût réduit de ce mode de transport. C'est le plus économique. Vue aérienne des postes d'amarrage, des porte-conteneurs et des portiques de déchargement. Donc, vous voyez, on peut baisser le bras pour vider, et ensuite ces porte-conteneurs sont sur ces rampes sont sur des rails, et on peut les faire bouger sur le côté. Et là, vous voyez un stockage de conteneurs. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. Un conteneur transporté sur un camion. Donc, vous remarquez, la taille du camion s'ajuste au porte-conteneur. Donc, une espèce de
remorque qui est plate, il suffit de poser le conteneur et ça roule. Un conteneur est une grosse boîte métallique destinée à faciliter le transport et la manutention de toutes sortes de marchandises, de la boîte de conserve à la télévision, en passant par le chocolat, le champagne, les vêtements, les sacs de ciment. Toutes les marchandises qui voyagent sur de longues distances et qui ne sont pas ni en vrac, comme le charbon, par exemple, ni liquides, comme les hydrocarbures, sont aujourd'hui chargées dans des conteneurs. Une fois déchargés sur des quais de stockage, les conteneurs sont chargés sur des camions ou des trains. Voilà un exemple de gare avec des wagons chargés avec des conteneurs. En fait, il y a deux tailles. Là, c'est la taille standard et parfois, il y a des demi-conteneurs. Le compte s'adapte à différents types de transport. Lorsqu'il est déchargé d'un porte-conteneur, il est transbordé sur un camion ou un train et part pour son lieu de destination finale où il sera vidé de ses marchandises. C'est pourquoi les infrastructures de transport occupent beaucoup d'espace sur un littoral industrialo-portuaire. Et là, vous voyez les quantités de boîtes qu'il peut y avoir. Alors, qu'est-ce qu'un conteneur? C'est une immense boîte métallique rectangulaire, oui, si on veut. Géométriquement, on dirait plutôt un parallélépipède rectangle. Que peut-on transporter dans un conteneur? Tout ce qui n'est ni liquide, ni en vrac. Voilà. Pour les céréales, il y a des bateaux spéciaux. Pour le pétrole, il y a des bateaux spéciaux. Pour les gaz aussi, des pétroliers, des méthaniers, des céréaliers. Quel est l'intérêt de ce mode de transport des marchandises? Il est adapté à plusieurs moyens de transport, donc on dit qu'il est multimodal, et il est peu coûteux. Le port industriel de Barcelone compte plusieurs terminaux de conteneurs. Il peut accueillir les plus gros porte-conteneurs car il est très profond. Le port de Barcelone relie chaque jour 50 des plus grands ports de conteneurs du monde, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Un pétrolier dans le port industriel de Barcelone, les pétroliers ou tankers transportent du pétrole. Ils ont besoin de terminaux adaptés. Ici, on voit le quai de l'énergie dominé par la tour de contrôle. Le pétrole est stocké dans des cuves, vous les voyez derrière, à l'arrière-plan sur la photographie. Derrière, on aperçoit la colline de Montjuïc. Voilà, c'est une ancienne forteresse. Et là aussi, on trouve le stade olympique où joue actuellement le Barça en attendant la fin des travaux du Camp Nou. Cuve de stockage de gaz naturel. Donc là, la cuve est pleine. Là, elle est pleine. Là, elle est vide. Il existe d'autres types de navires comme les méthaniers qui transportent du gaz naturel liquéfié dans des citernes, les céréaliers transportant des céréales qui sont ensuite stockées dans des silos ou des minéraliers qui acheminent les minerais tels que le charbon par exemple ou le minerai de fer pour les aciéries. Là, un silo du port de Barcelone. Donc on fait couler le grain sur des espèces de tapis roulants et ensuite on les met dans des trous et c'est stocké là-dedans. Donc quel autre type de navire de commerce transite par le port industriel de Barcelone? Des pétroliers, des céréaliers. Les autres ne sont pas concernés. Que stocke-t-on dans des cuves? Du pétrole ou alors du gaz naturel, ce qu'on appelle des hydrocarbures. Hop là, c'est pas la bonne page. Que stocke-t-on dans des silos? Essentiellement, c'est du blé ou autres céréales. Et là, un train de marchandises dans le port de Barcelone. Donc là-dedans, on va y mettre plutôt des marchandises en vrac, puisque ces bennes s'ouvrent et on fait couler des marchandises à l'intérieur. Donc, comment sont cheminées les marchandises en vrac vers l'intérieur du pays? Alors, c'est par la voie ferroviaire, mais c'est aussi par la voie routière. Après, la voie aérienne, c'est pas du tout rentable, ça coûterait bien trop cher. Alors, image satellite de la zone industrielle portuaire de l'Europe. On analyse une image satellite du littoral industriel de Barcelone.
Alors, vous devez deviner la consigne. Quelle est la nature de cette photo? C'est une prise de vue transmise d'un satellite. On voit, c'est pas du tout un avion, c'est trop haut. Alors, il fallait compléter les expressions. Donc les voies de communication, les routes, le chemin de fer, des cubes de stockage, ces cylindres blancs, les terminaux de déchargement, c'est le long des quais, la zone industrielle avec des entreprises, et là, c'est l'entrée du port. Alors pourquoi on a construit ces digues? Ben, c'est pour éviter les vagues qui pourraient faire bouger les bateaux dans le port, casser le courant. Quelle définition convient le mieux à une zone industrielle ou portuaire? Un lieu de contact, une interface entre un port de commerce et des industries bien reliées à l'arrière-pays par des voies de communication ou tout chemin de fer. Et donc la petite trace écrite, le littoral industriel ou portuaire de Barcelone est situé au sud du littoral touristique. Dans le port ont été aménagés des terminaux à conteneurs pour pouvoir recevoir les plus gros porte-conteneurs du monde. Il accueille également d'autres navires de commerce comme les pétroliers, les céréaliers ou les méthaniers et s'est doté d'aires de stockage spécifiques. Une autre vue de Barcelone. Allez, passons à la deuxième séance, toujours à Barcelone. Alors, les transformations de ce littoral industriel. Dans cette séance, tu vas continuer à t'intéresser au littoral industriel de Barcelone. Tu sais maintenant ce qu'est un littoral industriel. Tu vas voir comment ce littoral a évolué au cours du temps et comment il s'est transformé depuis la seconde moitié du XXe siècle. En effet, un territoire n'est pas un espace figé, il se transforme en fonction des besoins de la population ou de l'économie. Donc, les révisions, on ne les fait pas. Alors, des photos de 1965. Un cargo, c'est-à-dire un navire de marchandises, une grue, vous voyez, aussi sur des rails pour la faire bouger. Et là, les cuves et des cargos, donc là, c'est pour du pétrole, hein. Vous voyez que c'est beaucoup moins construit que maintenant. Alors, quel type de navire repères-tu sur les documents 1 et 2? Ce sont donc des cargos. Quel type de navire n'existe pas encore? Les porte-conteneurs. Alors, la photo a été prise en 1965, les premiers porte-conteneurs existent depuis 1956, donc il y en avait déjà quelques-uns. Quel aménagement ou équipement du port existe encore aujourd'hui? On l'a vu sur la photo, ce sont notamment des cuves de stockage, des entrepôts, les voies ferroviaires et les grues de déchargement. Aujourd'hui, ce sont plutôt des rampes. Comme le littoral touristique, le littoral industriel a subi de nombreuses transformations tout en conservant certains aménagements et équipements. Donc, pourquoi y a-t-il eu cette transformation? Alors, bilan de l'activité du port de Barcelone en 2014, donc l'évolution du trafic du port industriel. Le port de Barcelone a clôturé l'exercice 2014 avec un trafic total de 46,3 millions de tonnes, soit une progression de 9%. Le trafic de conteneurs a suivi la même tendance en hausse de 10%, avec 1,9 million de VP, équivalent 20 pieds, c'est-à-dire un conteneur. C'est aussi le cas des vracs liquides qui, avec 12,9 millions de tonnes, dépassent le pic enregistré en 2005 et constituent en outre le segment où la croissance a été la plus marquée, 21%. Ces chiffres confirment que le port est un véritable pôle pour les hydrocarbures et les biocarburants, donc faits à partir de matières végétales, et donne raison aux entreprises qui ont choisi Barcelone comme pôle de stockage et de distribution de ces produits. L'augmentation enregistrée par les produits chimiques a également participé à cette croissance. Il s'agit d'un trafic stratégique pour l'industrie chimique catalane qui transforme les matières premières avant d'exporter le produit fini. De même, le trafic de vrac solide a enregistré un record de 4,8 millions de tonnes.
favorisée par la bonne tenue de marchandises telles que le ciment ou encore les céréales. L'évolution positive du trafic de conteneurs. L'un des trafics stratégiques du port est essentiellement dû à la bonne tenue du commerce extérieur, importation et exportation de conteneurs pleins, qui dépassent pour la première fois le million d'EVP dans le port de Barcelone. En outre, le port a manutentionné près de 622 000 EVP pleins à l'exportation, donc qui partent d'Espagne, soit un nouveau record dans cette catégorie, ce qui confirme les efforts du tissu industriel catalan et espagnol pour s'ouvrir à l'international. Les exportations de conteneurs ont d'ailleurs augmenté de plus de 40% depuis 2008. Les Émirats arabes unis occupent la première place du classement des pays destinataires de conteneurs pleins, avec plus de 10% total, le reste étant plus réparti. Soulignons également l'augmentation de 12% enregistrée par les importations de conteneurs pleins liées à la reprise de la consommation nationale et de l'activité industrielle. La Chine reste, avec près de 40% du total, le principal pays d'origine des marchandises déchargées dans le port de Barcelone, et des progressions importantes ont également été relevées dans les importations en provenance de Turquie, du Vietnam et de la Corée du Sud, notamment 154% sur le segment des pièces détachées automobiles. L'autre record de l'exercice 2014 a été établi par les exportations de véhicules, 431 440 véhicules, soit plus de 13,5%. Le trafic de véhicules a poursuivi la reprise progressive entamée après le creux absolu de 2009, où il y avait une crise économique mondiale, atteignant ainsi le chiffre de 748 véhicules cette année. 748 000 véhicules cette année. Barcelone est le premier port de Méditerranée sur ce segment, et il a renforcé sa position de pôle logistique de distribution vers l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud pour plusieurs constructeurs automobiles. Donc, le trafic total du port de Barcelone augmente. Le trafic de conteneurs augmente également. Et quels produits sont particulièrement importés? Du pétrole, bien sûr, du gaz naturel, des biocarburants. Voilà, pour l'énergie. Comment ont évolué les exportations de conteneurs? Elles également ont augmenté de 40% entre 2008 et 2014. De quel pays proviennent les 40% des marchandises déchargées à Barcelone? Ils viennent de Chine, comme dans beaucoup de pays en Europe. Vers quel pays le port exporte-t-il le plus de conteneurs? C'est en direction des Émirats arabes unis. Donc, des véhicules, un parking de voitures pour l'exportation dans le port de Barcelone. Donc, quel produit est exporté vers l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud? Ce sont des voitures. Pourquoi le port de Barcelone a subi de diverses transformations? Pour s'adapter à des échanges commerciaux qui sont de plus en plus importants. Accueillir des navires de plus en plus grands, notamment les porte-conteneurs, et davantage de navires à accueillir. Dans le littoral industriel de Barcelone s'est transformé afin de s'adapter à des échanges commerciaux de plus en plus importants et pour répondre aux besoins liés à l'intensification du transport maritime de marchandises. Il est aujourd'hui le troisième port de commerce d'Espagne après Algeciras et Valence. Valence, c'est à la moitié du pays, sur la Méditerranée, et Algeciras, c'est totalement au sud. Comparaison d'images de satellite. Donc le port en 1981, en haut. En 1999, donc vous voyez qu'il y a des choses qui ont été construites entre-temps. Là, on a fait ce qu'on appelle un terre-plein. Là, on a élargi aussi, on gagne sur la mer. Allez, des petites digues. Et vous voyez qu'en 2005 et en 2010, on construit de plus en plus. Donc une nouvelle digue qui a été faite là. Voilà. Et puis là, ça s'est affiné et ça a également été rallongé. Et là aussi, il y a des quais. Donc, que constates-tu en observant les différentes photos satellites? Que la ZIP, la zone industrielle à l'opportunité, s'est étendue
De plus en plus d'industries se sont installées sur le littoral. Le port se dote d'une nouvelle digue et des terres sont gagnées sur la mer. Tu as constaté que le port semble s'être étendu sur la mer. En effet, lorsque les industries sont de plus en plus nombreuses à s'installer sur le littoral et que les zones de stockage sont saturées, il faut agrandir le port, rajouter des quais. De l'espace est alors gagné sur la mer grâce à des remblais. Ce sont les terre-pleins qui permettent d'agrandir un port saturé par les aménagements. Donc on gagne sur la mer. Donc voici la construction d'un terre-plein. Les terre-pleins sont construits à l'aide de terres prélevées sur place, de sable et de déchets industriels. On les a d'abord utilisés pour l'industrie. Aujourd'hui, ils accueillent d'autres activités. Logement, commerce, aéroports, loisirs, activités agricoles. On construit également des îles artificielles qu'on appelle des polders. Toutes ces techniques sont faites pour gagner de l'espace sur la mer. Donc tout ce phénomène, c'est de la poldérisation. Un petit pays comme Monaco, qui est une ville au bord de la mer, a gagné un tiers de territoire grâce à ces travaux, des travaux de ce type. Le terre-plein, il touche la terre, et après le polder, c'est une île artificielle. Quelle solution est adoptée face au manque de place? Donc, on aménage des terre-pleins artificiels. Quels matériaux on utilise? Des déchets industriels, de la terre prélevée sur place et du sable. On n'utilise pas de bois parce que ça pourrirait. Quel type d'infrastructures peuvent-ils accueillir? Des industries, des logements, des commerces et même des aéroports. Le document 10 présente un espace qui apparaît sur le document 8. Il faut associer chaque lettre au chiffre du document correspondant. Dans le document 10, avec les différentes lettres, donc A2, B3, C1 et D4, voici les solutions. Donc, hop là, pardon. Donc là, vous avez des voies de communication, des cuves pour les hydrocarbures. Voilà, on la retrouve là. Et puis après, des espaces de déchargement. Les terre-pleins, les terre-pleins, c'est le B, le D et le A normalement. B, C, D, il doit y avoir une erreur. C'est pas grave. Transformation d'un littoral industriel Barcelone. Une zone industrielle ou portuaire nécessite beaucoup d'espace pour recevoir des marchandises et accueillir les industries qui les utilisent. Or, au XXIe siècle, 90% des marchandises échangées dans le monde sont transportées par voie maritime. Face à la croissance des activités commerciales et industrielles, les hommes ne cessent d'agrandir les zones industrielles ou portuaires de manière artificielle. Ils construisent des terre-pleins, gagnant ainsi de l'espace sur la mer. Grâce à cette modernisation constante, Barcelone est aujourd'hui le troisième port de commerce d'Espagne. Les littoraux industriels sont donc créateurs d'emplois et de richesses. Et voilà aussi notre forme d'évolution. Voilà ce que ressemblera le Camp Nou du Barça à la fin des travaux. Alors, maintenant, nous allons voir les différents types de littoraux dans le monde. Tu as longuement travaillé sur le littoral de Barcelone et tu as appris que ce littoral était très transformé par l'homme. Tu vas changer d'échelle et élargir l'étude aux littoraux dans le monde. Sont-ils densément peuplés? Comment et pourquoi les hommes s'y sont installés? Dont exemple d'une station balnéaire d'Amalfi en Italie, où on ne peut accéder que par la mer, avec donc un nombre très limité de touristes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un port industriel à Casablanca au Maroc. Voilà, avec des rampes de déchargement, un navire pétrolier derrière, et puis là, des conteneurs
qui sont stockés, avec des rampes pour les transborder et changer de place. Alors, l'attraction de littoraux, des littoraux attractifs. L'observation d'une carte de la répartition actuelle de la population mondiale montre à l'évidence l'importance des régions littorales. Sur une bande longue d'1 million de kilomètres et large d'une soixantaine, à partir des rivages marins, se concentrent environ 60% des hommes de la planète, soit près de 4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on serait à 4,8 milliards d'habitants. Et les estimations pour 2025 avancent le chiffre d'environ 7 milliards. Le phénomène tend même à s'accélérer, à se renforcer, l'augmentation de la population des régions côtières étant en général supérieure à celle des régions plus continentales, à quelque échelle que l'on se place. Pourquoi une telle concentration humaine sur les littoraux? Pourquoi un tel attrait? Donc, la majorité de la population mondiale est concentrée sur les littoraux, voilà, est en augmentation sur les littoraux. C'est le même cas en France où il y a de plus en plus de gens qui s'installent le long notamment de la côte atlantique. D'après tes connaissances, quelle réponse peux-tu donner aux questions que se pose l'auteur? Donc, les littoraux attirent les hommes parce qu'on peut y développer des activités économiques, mais aussi parce qu'on peut utiliser les ressources de la mer. Les ressources de la mer, ça peut être du pétrole, ça peut être du gaz, et bien sûr la pêche. Donc, les différentes activités littorales. Donc, vous voyez, certaines côtes sont en vert. C'est là où il y a beaucoup de tourisme, tout autour de la Méditerranée, notamment la côte atlantique en France, voilà, les Antilles, la Floride, la côte mexicaine, et après les grandes îles de l'océan Indien et une partie de la côte thaïlandaise. Et à côté de ça, vous avez les grandes routes maritimes. En gros, c'est des routes où beaucoup de bateaux se suivent. Voilà. Alors pourquoi on les emprunte? Parce que c'est pratique. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de péage, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de montagne, donc c'est plus facile à traverser. Alors soit on peut faire le tour de l'Afrique, soit alors on va passer par le détroit de Suez en Égypte pour aller dans la Méditerranée. Et on peut passer ensuite par le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, et on arrive dans l'Atlantique. Même chose pour l'Amérique, soit on fait le tour par le sud, le Cap Horn, soit on passe par le canal de Panama, ce qui permet de ralentir beaucoup le trafic. Les délais. Et après, vous avez des pays qui pratiquent énormément la pêche, surtout des pays de l'hémisphère nord. Alors, quelles activités se sont développées sur les littoraux mondiaux? Le commerce international, la pêche, le tourisme et aussi l'industrie. Et qu'est-ce qu'une route maritime? Une route suivie par des bateaux de commerce, pour l'essentiel, des porte-conteneurs. Que relient les routes maritimes? Les grands ports de commerce, comme peut être Barcelone ou en Europe, Rotterdam, voilà. Alors, on va faire une frise chronologique. Antiquité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un homme avec du poisson. Donc, les hommes utilisent les ressources maritimes pour se nourrir. C'est l'Antiquité. Au XIXe siècle, ça va être la naissance du tourisme balnéaire, qui a été inventé par les Anglais. Mais c'est aussi la création de zones industrialo-portuaires avec l'explosion des marchandises. Ça, c'est pour le XXe siècle, notamment la deuxième moitié. Et de nos jours, on produit de l'énergie grâce aux éoliennes offshore, c'est-à-dire en pleine mer. Voilà, le meilleur moyen de vous gâter un paysage. Donc tu as compris que les littoraux sont des espaces attractifs depuis longtemps. Les hommes s'y sont très tôt installés, ce qui explique les fortes densités de population sur les littoraux du monde entier. Aujourd'hui, l'attrait des littoraux s'accélère avec l'augmentation des échanges commerciaux, l'industrie et le tourisme qui viennent s'ajouter
à des activités plus traditionnelles comme la pêche ou la conchiliculture. C'est tout ce qui est élevage de coquillages, notamment les moules. Désormais, plus de 60% de la population mondiale vit sur les littoraux. Des littoraux fragilisés par les activités humaines. Donc, deux illustrations. Des algues vertes sur une plage de Bretagne. Donc, ramassage d'algues vertes qui se développent à cause des nitrates contenus dans les engrais et utilisés par les agriculteurs. Soi-disant, elles sont très dangereuses. Je n'en sais pas plus, puisque elles dégagent des gaz toxiques et on aurait retrouvé sur une plage un troupeau de sangliers qui était mort au milieu de ces algues. Et à côté, une marée noire au Croisic en 99. Donc, le pétrolier Erika a fait naufrage après une tempête et il a déversé dans l'Atlantique des milliers de tonnes de pétrole qui vont donc souiller de nombreuses plages de l'Atlantique et détruisant une partie de la faune et de la flore. Donc, ce pétrole va se coller aux rochers qui vont le morcir, il faut l'enlever. Voilà. Et malheureusement, les oiseaux, quand ils vont dans l'eau, ils ont leur corps qui se colle avec le pétrole et ils ne peuvent plus voler et rapidement ils meurent, notamment par asphyxie, puisqu'on respire aussi avec la peau. Plage atlantique sous l'effet des tempêtes et des grandes marées, le spectacle est éloquent, hein. C'est très coloré, et normalement il ne doit pas y avoir autant de couleurs sur une plage. Des tonnes de déchets plastiques sont jetés chaque année sur les plages, dans les rivières et la mer, et tout finit dans la mer. Il y a même un continent de plastique en plein milieu du Pacifique, hein, sur quelques dizaines de centimètres, c'est que des petites particules de plastique qui se sont désintégrées, et ça flotte. Et ensuite, la station balnéaire de Malaga en Espagne, donc sur certains littoraux, on construit énormément d'immeubles pour accueillir les touristes. Ce qui défigure le paysage naturel, c'est ce qu'on appelle le bétonnage des côtes. Alors, par quoi sont menacés les littoraux? Les littoraux sont menacés par la pollution liée à l'engrais, les marées noires avec le pétrole, les déchets plastiques et l'urbanisation liée au tourisme. Dans de plus en plus de monde qui se concentre pour de brèves périodes, ce qui multiplie la production des pollutions et des déchets. Quel type de catastrophes naturelles menacent les littoraux? Les tempêtes, voilà, et les tsunamis, qui peuvent être dévastateurs. Et en plus, dans certains cas, c'est le cas aussi dans le nord de la Catalogne, vous avez des plages qui ont perdu 70% de leur sable, qui est parti, quoi, qui a été enlevé entre le vent, l'eau. Si l'activité des littoraux les rend dynamiques, la concentration de population et d'activité peut être aussi très néfaste. Les littoraux sont en effet touchés par de nombreuses pollutions, par l'urbanisation et sont également très exposés aux catastrophes naturelles comme les tempêtes et les tsunamis qui peuvent provoquer de terribles inondations et des pertes humaines. En France, une loi dite littorale a été votée en 1986. Elle vise à protéger les littoraux français. Dans la petite trace écrite, les littoraux du monde entier concentrent les hommes et les activités économiques. Certaines sont anciennes comme la pêche, d'autres plus récentes s'y développent fortement comme le tourisme, l'industrie ou le commerce maritime. Les littoraux sont attractifs car la population espère profiter de leur dynamisme pour trouver du travail. Cette concentration des hommes et des activités s'appelle la littoralisation. Ce phénomène a des conséquences négatives sur l'environnement. Les littoraux sont souvent pollués par ces activités. De plus, la construction d'immeubles ou de zones industrielles ou portuaires transforme profondément les paysages. Les hommes ont récemment pris conscience qu'il fallait protéger ces espaces, notamment en France. Et on finit par une petite leçon qui porte sur la France, avec des espaces très fragiles, ce qu'on appelle des espaces vulnérables, notamment dus au retrait de la côte, c'est-à-dire à la mer qui avance. Et c'est le cas de la Camargue. Voilà, tu vas découvrir une très belle région, la Camargue, située au sud de la France, dans le delta du Rhône.
le fleuve qui passe à Lyon. Depuis 1970, la Camargue est devenue un parc naturel régional. Les parcs naturels régionaux sont nés à partir de 1967, visent à protéger le patrimoine culturel et naturel d'un espace cohérent. Cependant, cette région est confrontée à de sérieux problèmes liés à son environnement. C'est ce que tu vas étudier dans cette séance. Donc, on découvre le parc naturel. Le parc naturel régional de Camargue est situé au bord de la Méditerranée, à l'intérieur du delta du Rhône. Alors, un delta, c'est un fleuve qui, en se jetant dans la mer, va faire plusieurs bras. Voilà, comme ça. Et ça fait le dessin de la lettre grecque delta, qui correspond à notre D, et qui a la forme d'un triangle. Principalement entre les deux bras du fleuve. Il s'étend sur 3 communes, une partie de la commune d'Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône et toute la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Comme les 51 autres parcs naturels régionaux de France, le parc naturel régional de Camargue est un territoire rural ouvert, habité, à l'équilibre fragile, reconnu pour sa qualité exceptionnelle, où conservation de la nature et développement des activités humaines doivent aller de pair, ensemble. La Camargue, île d'exception, entre guillemets, connue dans le monde entier pour ses paysages naturels et sa richesse culturelle, est aussi une terre au travail des hommes et des femmes. Donc, une des activités, l'élevage de taureaux de combat pour les corridas. Et on les appelle des manadiers, avec des chevaux gris, même s'ils sont blancs. Donc, création en 1970, 121 200 hectares, 10 000 habitants, 3 communes. Donc, il y a des sentiers de découverte et équestres. Donc, c'est une zone humide naturelle d'intérêt international classée réserve de biosphère par l'UNESCO. Le parc habite une colonie de flamants roses qui peut atteindre 20 000 couples. Sur le plan économique, on y pratique l'élevage, chevaux et taureaux, la culture du riz et de la vigne, la pêche, l'exploitation du roseau et surtout la récolte du sel et plus récemment le tourisme, puis l'étude et la découverte du patrimoine. Donc là, vous avez des marais salants. Donc les marais salins ou salins sont des installations humaines dont le but est de collecter le sel marin à partir de l'eau de mer. Il s'agit le plus souvent d'un dispositif de barrage, de vannes, de canaux et de différents bassins de rétention, d'arrêt, dans lequel est récolté le sel obtenu par l'évaporation de l'eau de mer, sous l'action combinée du soleil et du vent. Il constitue une exploitation de type agricole dont l'activité se nomme la saliculture, ou sous sa forme ancienne, la saunerie. Les personnes qui récoltent le sel des marais salants sont appelées des saliculteurs, sauniers ou paludiers. En gros, vous faites rentrer de l'eau de mer dans des bassins et on va transvaser cette eau de mer petit à petit dans des bassins plus petits puisque une partie de l'eau s'est évaporée. Et à la fin, il reste de la croûte de sel. Et vous voyez des tas de sel derrière en arrière-plan. Où donc est située la Camargue? Au sud de la France, sur le littoral méditerranéen et dans le delta du Rhône. Le parc naturel régional de Camargue est un espace protégé, mais aussi habité par l'homme. Voilà, on essaye de concilier la présence humaine des activités humaines avec une protection de la nature, enfin, de l'environnement. Quelle activité y pratique-t-on? La viticulture, le vin, la riziculture pour le riz, l'élevage de taureaux et de chevaux, la saliculture, le sel, la préservation de certaines espèces rares, dont les flamants roses, et du tourisme. Donc, tu peux constater que de nombreuses activités économiques sont pratiquées en Camargue, même si le milieu naturel y est particulièrement protégé. Cependant, elle est confrontée à des problèmes que tu vas découvrir dans le prochain exercice. Alors, les problèmes auxquels est confrontée la Camargue, c'est la montée des eaux. D'après les scientifiques, la Camargue est menacée de fortes évolutions d'ici 100 ans, si ce n'est de disparition. Le danger, un delta qui se creuse et une mer qui monte. Le réchauffement climatique n'arrange rien.
Le réchauffement climatique pourrait accélérer, mais Marcel et Jean Reynaud ne le verront pas. Ils se le disent eux-mêmes. À 89 et 86 ans, les deux frères sont encore à la tête d'un élevage de taureaux camarguais. Il est situé au Grand Radeau, de terre sauvage à l'embouchure du Petit Rhône. La manade, le troupeau, est installé depuis plus d'un siècle ici. En une vie d'homme, les deux frères ont vu les terres sur lesquelles ils élèvent leurs troupeaux bien diminuer. En 50 ans, nous avons vu la mer avancer d'1 kilomètre. Si on trouve des terres plus loin, on mettra les bêtes dans des camions pour aller ailleurs. La mer s'immisce par en dessous, sous le sol, mais elle n'entre pas encore violemment jusque sur les champs des taureaux de Jean et Marcel Reynaud. Le sel gangrène la terre et brûle les plantes. Ça menace le garde-manger des taureaux et ça ne fait pas non plus les affaires des manadiers. Le sel remonte aussi dans le Rhône quand la mer monte et que le fleuve manque d'eau. Deux phénomènes que les scientifiques estiment être accélérés par le réchauffement climatique. En 2011, par exemple, on a eu un Rhône très bas en mai. Résultat, la mer est remontée très loin, jusqu'à 25 km en amont. C'était à la période risicole clé, quand on irrigue le maïs. Beaucoup de riziculteurs n'ont pas pu récolter. Leur riz était grillé par le sel. Ce type d'accident risque d'être de plus en plus fréquent, dit Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat, le centre de recherche sur la Camargue. Depuis qu'il est maire de la commune de Sainte-Marie-de-la-Mer, depuis plus de 20 ans, Roland Chassaing a vu plus de 20 millions d'euros être investis pour protéger la station balnéaire des attaques de la mer. Les plages du village sont hérissées d'épis rocheux. Partout, des blocs de pierre jetés dans la mer, censés casser les vagues et retenir le sable que le Rhône n'amène plus. La faute à l'activité humaine sur le fleuve. Donc, quel phénomène est confronté la Camargue? C'est la mer monte à cause du réchauffement climatique et le Rhône manque d'eau et n'amène plus assez de sable. Et les conséquences pour le phénomène, les terres pour l'élevage viennent à manquer, le sel de mer brûle les récoltes de riz et la végétation qui nourrit les animaux. Donc la Camargue est menacée par ce que l'on nomme le retrait ou le recul du trait de côte. C'est le déplacement de l'intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. Ici, il est causé par la montée des eaux et dû au réchauffement climatique. La mer monte d'environ 3 mm par an et le delta s'enfonce d'environ de 2 mm par an, ce qui fait donc 5 mm par an. En 10 ans, ça fait 5 cm. En 20 ans, ça fait 10 cm. C'est quand même pas mal. Dans de telles conditions, le delta du Rhône pourrait être partiellement envahi par la mer dans le siècle à venir. Vue aérienne des Sainte-Marie-de-la-Mer, dont en numéro 1, vous voyez la mer Méditerranée. En numéro 3, vous voyez la ville. Le port de Plaisance, le numéro 2, avec les bateaux. Des plages, le numéro 4. Et une digue en forme de T. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas, les arènes où ont lieu les courses de taureaux, ou les corridas. Donc, quels aménagements on a fait? On a construit des digues en forme de T. Quels sont les inconvénients de ces aménagements? Alors, malheureusement, ils sont très coûteux. Ça coûte énormément d'argent. Mais aussi, ça peut être assez insuffisant. Il faudrait encore plus. Donc, quelles sont les solutions les plus appliquées? On construit quand même de nouvelles digues. On dresse des barrières de bois pour retenir le sable avec des ganivettes. C'est des petites rangées de roseaux, voilà, qui vont retenir le sable, notamment à cause du vent. Donc, pour lutter contre l'érosion des dunes, on dresse des barrières de lattes de bois qui retiennent le sable emporté par le vent lors des tempêtes. Cette solution permet d'empêcher le retrait de la côte sans utiliser de béton et ça coûte pas trop cher par rapport à une digue. Et après, il y a le rôle du Conservatoire du littoral, voilà, qui est un organisme public qui a acheté des terres littorales et qui va laisser faire la nature et qui va observer ce qui se passe. Voilà, c'est un moyen
donc de laisser faire la nature. Dans le Conservatoire du littoral, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de lacs, créé en 1975, il assure la protection d'environ 1500 km de côte en France. Son objectif est d'accueillir un tiers du littoral français afin qu'il ne soit pas construit ou artificialisé. Donc c'est vraiment laisser la nature faire. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure. La trace écrite. Des espaces vulnérables, le retrait de côte, l'exemple de la Camargue. La Camargue, espace littoral méditerranéen situé dans le delta du Rhône, est menacé par le retrait du trait de côte. En effet, le réchauffement climatique provoque une montée des eaux qui touche particulièrement cet espace. De lourds investissements ont déjà été réalisés, comme la construction de digues. Le Conservatoire du littoral intervient pour tenter de trouver des solutions nouvelles face à cette situation préoccupante. À l'échelle mondiale, la COP 21, qui se réunit régulièrement pour fixer de nouveaux objectifs pour la préservation et le développement durable, s'est réunie à Paris en novembre 2015 afin de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique dû à l'action de l'homme. Voilà, c'est fini pour cette unité numéro 8. Bon devoir à tous, bon travail et à très vite. Merci de votre écoute.